Ok, je viens de finir le visionnage de cet épisode de SmackDown et je dois vous dire encore une fois que Randy Orton est beaucoup trop fort. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, retour au format habituel pour ce SmackDown recap. Je ne sais pas, la semaine prochaine on reviendra peut-être sur Twitch pour Monday Night Raw. J'en profite de ce début de vidéo pour encore une fois vous remercier pour votre soutien, les pouces bleus sous chaque vidéo, vos commentaires. On va tenter comme il le faut d'entretenir la flamme post-WWE Backlash et déjà avec l'événement King and Queen of the Ring qui, je le rappelle, se tiendra la semaine prochaine, ce samedi, en Arabie Saoudite. Et il n'y a pas que cet événement qui sera en Arabie Saoudite puisque le SmackDown de la semaine prochaine, pour la première fois, aura lieu également là-bas. Et d'ailleurs, j'ai été me renseigner un petit peu sur les prix des places en Arabie Saoudite parce que oui, je comprends qu'on ait battu des records de gate côté français, hein. On a battu le record des plus grosses billetteries ever. Si jamais vous traînez la semaine prochaine en Arabie Saoudite et que vous voudriez voir SmackDown, sachez que les premiers prix encore disponibles sont à 11 €. Oui, je me suis permis de faire la petite conversion, hein. Si vous voulez être proche du ringside, et ben c'est seulement 200 balles. Et même pour le show King and Queen of the Ring qui aura lieu le lendemain dans la même salle, et ben il faut savoir que l'événement est encore assez loin d'être sold out et que les prix sont encore une fois plutôt très abordables. Alors est-ce que c'est le début de la fin de la hype du catch en Arabie Saoudite, sachant que le contrat initial signé par WWE se prolonge jusqu'en 2027 et qui sera probablement rallongé d'une année ou deux étant donné qu'il n'y a pas eu de show pendant la pandémie. Alors oui, on galère peut-être à remplir des petites salles pour un pays qui apparemment a beaucoup d'argent, même avec des prix plutôt raisonnables, et pourtant interviewé cette semaine par Ariel Helwani, le représentant des sports et du divertissement saoudien aimerait d'ici 2026-2027 voir un Royal Rumble ou pourquoi pas WrestleMania se produire en Arabie Saoudite. Je vous laisse évidemment réfléchir à tout ça, on est post-backlash, le but c'est d'entretenir la flamme. D'ailleurs, avant de vous laisser avec le générique, je vais vous laisser les quelques mots de Jey Uso au sujet de son accueil par la foule française de Lyon, des commentaires qui font très chaud au cœur, et on est parti pour le SmackDown Recap. I had no idea they would do that, right? Man, it was emotional, man. Like I was so overwhelmed by it. Like it looked, if I could explain it, it looked like a wave of stars come like falling on you. You know, it looked like it was endless, man. And yeah, it would never be like replicated like that again. Or I wrestled in front of some big crowds, but man, this Lyon, France was just probably my favorite experience in wrestling ever. Et un et deux et seulement deux personnes de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin d'un peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. SmackDown Recap, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai 2024 depuis Jacksonville dans l'état de Miami. Jacksonville, un état que connaît très bien Cody Rhodes, et il y signera ce soir son contrat pour faire face à Logan Paul. On aura plus de précisions quant à l'implication d'un seul titre ou des deux titres dans le combat, on verra bien. Et bien évidemment, on poursuit avec les quarts de finale du tournoi King and Queen of the Ring côté SmackDown avec au programme Bianca Belair contre Tiffany Stratton, Nia Jax contre Jade Cargill, et les Knights contre Tama Tonga, et enfin, ce soir, dans le main event, Randy Orton dans un clash générationnel contre Carmelo Hayes, du bon catch au programme, et on en découvrira un petit peu plus malgré les absents. Et oui, Baron Corbin, déjà pas présent sur cet épisode. Pas de clip, rien du tout, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a même pas de clip non plus pour Blair Davenport, qui a toujours pas fait ses débuts dans le show bleu. Kevin Owens était absent, apparemment il était resté en France pour assister au concert de Taylor Swift. Et ben place à l'action immédiatement, Tiffany Stratton contre Bianca Belair, rencontre qui était jusqu'à présent inédite. J'ai trouvé que c'était une excellente opposition dans les premières minutes où Tiffany Stratton fait clairement part et de son arrogance et de son gros athlétisme contre, bah oui, celle qui a surtout beaucoup d'athlétisme dans son jeu, c'est Bianca Belair, et Bianca Belair qui va, pendant le combat, vendre la jambe qui avait déjà commencé à être amochée par Candice LeRae la semaine passée. Le rappel était plutôt efficace, on a vu Tiffany Stratton travailler cette jambe comme pas possible, mais pourtant, Bianca Belair, beaucoup trop forte, va réussir à remporter la victoire. Elle a fait trébucher son adversaire qui s'apprêtait à porter le prettiest moonsault ever, l'a réceptionné pour le KOD. 1, 2, 3,
Nakamura, on n'en parle plus, la blessure à la jambe de Bianca Belair pourrait être exploitée pour les prochains combats, mais on reparlera un petit peu de psychologie sur le travail de la jambe, puisqu'au final Bianca Belair, beaucoup trop forte, elle est capable de s'en servir à toute épreuve. Bianca Belair se qualifie donc pour le prochain tour, et au sujet de Tiffany Stratton, ce serait intéressant de voir d'autres oppositions entre les deux femmes, puisqu'elles ont vraiment des styles qui matchent plutôt bien, et on tient peut-être sur le papier l'une des futures grandes affiches de la division féminine, pour pourquoi pas, rêvons-les, les futurs WrestleMania. Ou d'autres événements, peu importe, mais ça risque d'être bien, et ça risque de s'intensifier avec le temps. On nous a montré un clip de tout le conflit qui oppose Cody Rhodes à Logan Paul, leur confrontation de la semaine dernière. Logan Paul qui croit que tout lui est acquis, alors que Cody Rhodes de son côté a respecté le fait que ça soit un grand athlète, mais l'a clairement remis à sa place. Logan Paul est là cette semaine, il remonte le couloir, il croise LA Knight, qui visiblement ressortait du bureau de Nick Aldis, confrontation plutôt houleuse entre les deux. Et on rappelle quand même qu'il y a quelques mois, on pensait que ça allait être le programme qui allait aboutir à un match à WrestleMania. Retard de l'échéance certes, mais ça peut être un focus pour la suite de l'histoire racontée dans les mois à venir. Jade Cargill au micro de Byron Saxton nous confirme toute sa confiance à l'idée d'aller affronter Nia Jax. Elle va être rejointe par Bianca Belair. Jade Cargill, elle va féliciter Bianca pour sa qualification. Elle a envoyé Tiffy Time se coucher, voilà, c'était l'heure d'aller dormir. On sent que les deux championnes par équipe, elles sont peut-être en train de planifier leur affrontement de la semaine prochaine. Est-ce que Nia Jax sera une formalité pour Jade Cargill? Écoutez, on le découvrira. Mais pas tout de suite, parce que d'abord, on nous remonte Solo Sikoa, qui nous avait révélé la semaine dernière avoir parlé plusieurs fois à Roman Reigns depuis son départ, et Paul Heyman, il veut que ça soit son conseiller, il veut qu'il soit aussi fidèle à lui qu'il l'a été à Roman Reigns. Alors on part tout de suite dans les coulisses de la Bloodline, on a Tama Tonga qui pousse des bruits un peu étranges. Qu'est-ce qui... Hein? Solo Sikoa, malheureusement pour Wam, il est passé chez le coiffeur. Ah bah ouais, fini la petite référence capillaire à Jakong fin des années 80. Ouais. Bon, je sais pas si c'était une vraie référence, mais ça me plaisait. Pas grand chose à en retenir, puisque c'est l'heure d'aller au ring selon lui, et Paul Heyman semble toujours aussi inquiet. Est-ce que t'as parlé à Roman Reigns? Je lui parle tous les jours. Ah bon? Et on va retrouver Katie Kelly qui a son micro à LA Knight. LA Knight qui s'apprête à affronter Tama Tonga, qui a un bon momentum derrière lui, veut remettre l'église au milieu du village. La Bloodline je connais, j'ai été confronté, mais ce soir, le MFT va se prendre le BFT, et très intéressant, il est interrompu par Carmelo Hayes, qui dans son intervention arrogante vient ringardiser le pauvre LA Knight. Évidemment, la tension monte entre les deux hommes. Pour l'instant, les mots ne restent que des mots, mais là encore peut-être, on nous glisse des subtils éléments pour la suite du programme qui va peut-être les voir se retrouver. Tama Tonga contre le chevalier de Los Angeles ou de Loire-Atlantique, c'est au choix. Ça va malheureusement ne durer que 8 minutes 43, et pourquoi je dis malheureusement, c'est que dans le match, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Difficile pour LA Knight d'évoluer dans un environnement où sans arrêt sans cesse, il y a Tangaloa ou Solo Sikoa qui montent sur le rebord du ring pour distraire LA Knight et distraire l'arbitre et redonner l'avantage à Tama Tonga. Ça a été à peu près ça pendant tout le match, un gros côté maison de la torture pour ceux qui suivent New Japan Pro Wrestling. Et LA Knight qui amorce son comeback au retour de pub va aller à l'extérieur du ring et s'arrêter un petit instant sur Solo Sikoa, le défier, le menacer. Solo Sikoa intelligemment n'intervient pas, mais on sent l'agacement sur son visage, mais surtout LA Knight au moment de revenir sur le ring, et ben il s'est mangé le finish de la part de Tama Tonga, et c'était fini. Et ouais, un finish qui peut paraître un petit peu léger dans son écriture. Tama Tonga se qualifie donc pour la demi-finale du King of the Ring, il ira affronter le vainqueur de Randy Orton contre Carmelo Hayes. Une victoire de plus très importante pour la Bloodline, et comme on s'y attendait dès son retour en coulisses, LA Knight va croiser Carmelo Hayes, la tension va encore un peu plus monter entre les deux, il y a Charles Robinson qui est venu faire les gros yeux. C'est le moment de retrouver Nick Aldis au ring, on a deux tables installées, vous l'aurez compris, c'est la signature de contrat entre Logan Paul qui va arriver au ring accompagné de tout son crew, voilà, des gens que je connais pas, mais des gens apparemment de son entourage, il y a même un avocat avec lui, attention c'est sérieux. Et on accueille le héros du peuple, Cody Rhodes, le champion WWE indisputé, toujours un accueil aussi princier, surtout ici même à Jacksonville en Floride, et Cody Rhodes va profiter d'être à Jacksonville en Floride, parce que si vous ne le saviez pas, Jacksonville, Floride, c'est un peu le bastion de l'Elite Wrestling, c'est là pour lui beaucoup de choses ont débuté, mais c'est aussi une terre de fans de catch, de passionnés, et il va appuyer son point là-dessus. Il va parler d'une date historique de 1992, ici même à Jacksonville, Logan Paul n'était pas né. WCW War Games, une équipe emmenée par leur capitaine Sting faisait face à la Dangerous Alliance, emmenée par Paul Heyman lui-même, hein, souvenez-vous. Et bien ici, dit Cody Rhodes, les fans à Jacksonville s'en souviennent, puisqu'à la différence de toi, Logan Paul, ce sont des vrais fans de catch, ce sont des passionnés, tout comme je suis un passionné, toi tu profites
de WWE pour faire ta publicité. Tu viens en touriste, tu viens créer des moments viraux sur les réseaux sociaux, alors que moi, c'est la passion. Et la passion va me permettre de devenir le champion Grand Slam que je mérite d'être en remportant ton championnat des États-Unis. Logan Paul, il répond quoi ça? Il dit qu'il a pas écouté. Voilà. Et je sais pas si on doit lui donner tort, parce qu'en réalité, combien de personnes qui regardaient SmackDown vont aller voir les Wargames 92 de WCW? Allez-y, c'est toujours bien pour la culture. Logan Paul, il a du mal à se faire entendre par le public qui le eut constamment, mais surtout, il vient nous annoncer qu'il n'est pas d'accord avec le contrat que lui a proposé Nick Aldis. À aucun moment, il ne veut mettre en jeu son championnat des États-Unis. Il estime que Cody Rhodes, il a rien fait pour mériter un title shot. C'est pour ça qu'auprès de son avocat, il va mettre en place un nouveau contrat où seul le championnat de Cody Rhodes est à mettre en jeu. Alors Nick Aldis, il s'énerve et Cody Rhodes, il lui dit laisse tomber, y a pas de souci, il va pas te prendre un procès de l'avocat de Logan Paul, laisse, je vais gérer. Alors Cody Rhodes, il va quand même signer le contrat, il va faire un petit shout-out à Mike Tyson qui va cogner très fort son frère Jake Paul, ça c'est prévu pour le mois de juillet. Mais pour donner un avant-goût à tout ça, Cody Rhodes qui s'autoproclame déjà futur WWE Hall of Famer, alors il y a de très grandes chances qu'il y soit évidemment, mettra KO Logan Paul la semaine prochaine en Arabie Saoudite, voilà. Il s'est un peu énervé en réalité Cody Rhodes, mais c'est peut-être le perdant de l'affaire puisque oui, il semblerait désormais que le championnat des États-Unis ne soit plus mis en jeu. Hein, les explications, elles sont un peu bizarres. Cody Rhodes, il va faire fuir tout le monde du ring, et c'est très cool parce qu'il va poser avec le championnat des États-Unis après ça, et ouais, mais l'image du double champion, on l'aura pas. En réalité, il prend la ceinture et il la rejette derrière à Logan Paul. Voilà, et ça s'arrête là. Un petit peu décevant, j'ai trouvé. Et vous me direz si vous avez été voir WCW Wargames 1992, hein. Ça m'intéresse, hein. Et puis on fera le petit retour à Cody Rhodes derrière. Nia Jax au micro de Katie Kelly. Elle aussi, elle va remettre l'église au milieu du village. Il est vrai que Jade Cargill est invaincu, mais est-ce qu'elle a déjà affronté quelqu'un d'aussi fort que Nia Jax? Ah, alors, hop, on la suit traverser la Gorilla Position, faire son arrivée au ring. Elle est suivie par Jade Cargill. Les amis, il n'y avait aucun doute, c'est une grosse affiche que WWE voudrait protéger, je le pense au mieux. La donner ici en quart de finale du tournoi Queen of the Ring, on l'a bien compris, ça faisait pas totalement leurs affaires. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur la décision à la con. Il y a eu 2-3 échanges dans le ring, pour être poli, on est parti à l'extérieur du ring. Il y a Nia Jax qui s'est un petit peu frité avec la petite fille de Jade Cargill, bah alors. Elle a dit ta maman elle est nulle. Oh non, sa maman elle est pas nulle, elle réplique. Bon, elle se fait envoyer dans le poteau et qu'est-ce qu'elle fait Nia Jax? Elle part chercher une chaise. Et Nia Jax, elle décide d'attaquer Jade Cargill avec une chaise sous les yeux de l'arbitre qui restait dans le ring mais qui pourrait la disqualifier. Et Jade Cargill, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prendre le coup de chaise et de laisser Nia Jax se faire disqualifier pour aller au prochain tour, bah non, elle arrête le coup de chaise parce qu'elle est vaillante Jade Cargill, parce que c'est une babyface. Et Jade Cargill après elle rejette la chaise, elle réintègre le ring pour terminer Nia Jax. Pas du tout, elle a mis un coup de chaise à Nia Jax, donc du coup elle s'est fait disqualifier. Oh là là, bah oui, mais comprends, les gens ils ont chanté bullshit, les femmes elles ont continué de se battre. On s'est dit, pour éviter d'avoir trop de personnes qui crient bullshit, on va envoyer tout le service de sécurité pour donner l'impression que le truc est totalement huge et que c'est hors de contrôle. Qui se qualifie donc? Eh ben, c'est Nia Jax qui la semaine prochaine ira affronter Bianca Belair en demi-finale. Et l'autre demi-finale côté Monday Night Raw, je le rappelle que ce sera Lyra Valkyria contre Io Sky, hein, dans un registre bien différent. Bon, j'arrive pas à être déçu parce que j'aurais été à la place de WWE, j'aurais peut-être pris la même décision. Jade Cargill, Nia Jax, c'est un peu une poudrière, hein, surtout à gérer comme ça au milieu d'une carte et dans le cadre d'un tournoi. Bon, Jade Cargill, elle a quand même été disqualifiée parce qu'elle a pas réfléchi. Alors, après ça, un match un petit peu osef, malheureusement, puisqu'ils ont à peine une entrée hein, dans le ring, c'est les amis de DIY qui vont affronter Berto, parce que là maintenant il s'appelle Berto, c'est plus Umberto, Berto Carrillo, Berto et Angel. Angel Garza, ben oui, il est là, de Legado del Fantasma, accompagné au ring par Santos Escobar et Elektra Lopez. Donc Berto et Angel, ils montrent des belles choses face à deux catcheurs qui ont aussi l'habitude de montrer des belles choses, et ben ça fait un bon petit match de catch, et dont on oubliera tout immédiatement quand il sera terminé. Victoire de DIY, alors la victoire par contre c'est pas banal. Santos Escobar et Elektra Lopez, ils ont créé la giga distraction, mais bon, l'arbitre les a gaulés, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a renvoyés au vestiaire, mais pourtant la distraction était quand même là. Berto et Angel, ils auraient pu en profiter, pas du tout. Berto, il est resté au milieu du ring, planté comme un navet, et puis il s'est fait planter le visage avec le meet in the middle. On n'en parle plus, victoire de DIY. Il y avait les champions par équipe, Austin Theory et Grayson Waller qui étaient là. Il faut probablement s'attendre à ce que DIY ait une opportunité au championnat par équipe de Austin Theory et de Grayson Waller. Voilà, ni plus ni moins. Alors j'en parle tout de suite, parce que oui, je l'ai pas loupé, et les commentateurs non plus, figurez-vous, parce qu'ils y ont fait référence. Il y a bien eu un QR code qui a flashé pendant le combat. Et Corey Graves et Wade Barrett ont pas seulement fait référence qu'au QR code qui a flashé, et on parlera de ce QR code dans un instant, ils ont parlé également du petit événement qui a eu lieu la veille sur Twitch. La chaîne Twitch de WWE, comme on l'avait pressenti lors du reveal du QR code de ce lundi à Monday Night Raw, a bien diffusé une vidéo relative à tout le mystère autour de Lang Claudy, autour de la thérapeute qui s'est fait
visiblement kidnappé. Et ben justement, 55 minutes de diffusion sur cette chaîne Twitch qui sont visiblement un extrait direct de cette fameuse séquence de psychothérapie où on n'a pas appris grand chose. Il y a une excellente ambiance sonore, visuelle, des glitches, des rappels à tous les QR codes déjà présents, et en réalité, oui, si tu vas fouiller un petit peu plus dans les images, il y a des trucs qui paraissent peut-être assez intéressants, l'imagerie est jolie, voilà, mais on n'en sait toujours pas plus. On regroupe toujours plus ou moins les mêmes informations, visiblement l'oncle Cloudy, qui s'appellerait peut-être plus l'oncle Cloudy, on n'en sait rien, est content d'avoir libéré des gens qui avaient été oubliés, pour être auprès de lui, les épauler, et voulez-vous les rencontrer, bah, c'est l'objet encore une fois du QR code de cette semaine, où on a au centre d'une image un peu cryptique diffusée dans cette vidéo avec une voix un peu robotique chelou. Il nous rappelle sans cesse, voulez-vous le rencontrer, voulez-vous le rencontrer. Do you want to meet him? Bah oui, on a ce jeune gamin qu'on connaît, enfin, on suppose peut-être que c'est soit Bo Dallas, soit Bray Wyatt plutôt dans sa jeunesse, qui est déguisé, je ne sais pas, en Laparca, en Darby Allin. Voulez-vous le rencontrer? Eh bien oui, on veut tous le rencontrer, on remercie Rob Fay qui produit ces images qui sont particulièrement chouettes, ça fout un petit peu les pétoches, on a eu les pétoches nous-mêmes quand on a regardé la vidéo en direct sur Twitch. Il y a une vidéo, là, il y a le coup. Ah, c'est qui? Bon, ok. Mais les amis, c'est bon, à un moment donné, donnez-nous du concret. Est-ce que le point de chute, ça sera l'Arabie Saoudite ce week-end? On en saura peut-être un petit peu plus lors de l'épisode de Monday Night Raw la semaine prochaine. Au micro de Byron Saxton, on retrouve AJ Styles et... Fatalement. Évidemment. Bah oui, bah oui. Et c'est quoi la suite pour AJ Styles qui était sorti du tournoi King of... Arrêtez de chanter. On va pas pouvoir empêcher ça, évidemment. Bon, bah, AJ Styles, il se remet en question, il était à ça de battre Cody Rhodes, et il s'est penché à la suite de la vidéo, il est plutôt perplexe, il s'en va, et il laisse Byron Saxton totalement pantois. Hein. Phénoménal pantois. Une pantoiserie phénoménale, voilà. Ça, on mixe tout, et vous êtes contents. Et on est parti pour le combat qui va opposer Randy Orton à Carmelo Hayes, avec Randy Orton qui fait sa longue entrée. Il fait même une dédicace à une petite fille, il veut lui faire un check, la gamine elle lui met un vent, donc c'est une autre gamine qui fait un check, et Randy Orton il est... bon... C'est Randy Orton, il est cool et les entrées sont toujours aussi légendaires, y a pas de souci là-dessus, mais le match est pas maintenant. Non, d'abord on fait un petit peu de promotion pour Monday Night Raw pour rappeler l'affiche entre Lyra Valkyria et Io Sky, mais également l'autre demi-finale masculine qui opposera Gunther à Jey Uso. On va retrouver aussi Bayley au micro de Byron Saxton qui va se faire interrompre par Chelsea Green et Piper Niven, et on découvrira que Chelsea Green elle a une opportunité d'affronter Bayley la semaine prochaine, c'est même Bayley qui l'a demandé. Et Carmelo Hayes fait son entrée, on est parti les amis, comme je le disais dans le début de la vidéo, un véritable clash générationnel, ce qui est très intéressant avec la personnalité de Carmelo Hayes qui ne donne pas vraiment tous les lettres de noblesse et tout le respect à ses précurseurs, aux anciens, comme on l'a compris ces précédentes semaines avec Bobby Lashley, mais encore Baron Corbin. 10 minutes de match et à peine la cloche va retentir, Carmelo Hayes qui manque déjà de respect à Randy Orton avec cette immense claque derrière la tête. Oh là là, oh celle-là, oh le petit you fucked up hein, qui s'est fait ressentir du côté du public. En France, on aurait chanté t'as fait le con, t'as merdé, j'en sais rien, ça a agacé Randy Orton et derrière on a eu le droit au traditionnel back suplex sur la table des commentateurs avec un Randy Orton qui prend l'ascendant, un public en vivant. On est parti à la pub, au retour de pub, bah Randy Orton il se faisait dominer. Pas plus d'explications, apparemment il se serait fait péter la beuge et il va vendre justement cette jambe comme Bianca Belair un petit peu plus tôt dans son combat contre Tiffany Stratton, mais alors attention, un selling sur la jambe que j'ai trouvé d'une intelligence remarquable. À chaque fois que Carmelo Hayes exploitait la blessure à la jambe de Randy Orton, à chaque fois que ça fonctionnait, Randy Orton laissait sa jambe en évidence pour inciter Carmelo Hayes à venir la rattaquer de la même manière, mais à chaque fois c'était pour amorcer une esquive, lui permettre de reprendre l'ascendant, et c'était tout le temps des espèces de moves de vétérans où à chaque fois Randy Orton se servait clairement de la vitesse de Carmelo Hayes contre lui pour pouvoir porter avec le plus d'impact possible ses prises, et ça a terminé sur ce RKO out of nowhere. Venu d'une tentative de springboard de Carmelo Hayes, et ben oui, Carmelo Hayes n'a pas appris sa leçon, il n'a pas appris son Randy Orton, il pensait être le meilleur athlétiquement et ça s'est retourné contre lui. Une vraie victoire très soignée de Randy Orton, un match que j'ai trouvé vraiment très bon pour un format télé, un excellent main event, et encore une fois, Randy Orton me fascine. Donnez-lui toutes ses lettres de noblesse parce que jusqu'à présent c'est une masterclass. Il se qualifie donc pour la demi-finale, il ira affronter Tama Tonga et juste
justement on a profité pour faire un petit face-off avec d'un côté la Bloodline qui arrive sur la rampe d'entrée, Randy Orton qui les attend, qui prend le micro, qui les provoque au point même de rappeler qu'il est les 3 lettres les plus dangereuses de tout ce business, RKO. Il y a un scénario qui reste plutôt très ouvert je trouve pour cette finale du King of the Ring. Il y a évidemment une histoire à raconter entre Tama Tonga, Jey Uso pour cette histoire de Bloodline, mais sans déconner, un petit Gunther contre Randy Orton, surtout avec un Randy Orton blessé au niveau de la jambe, et un Gunther qui depuis quelques semaines termine ses combats sur des Boston Crab. Est-ce que ce serait pas magnifique comme affiche? Eh ben, faites-moi arriver WWE, Randy Orton contre Gunther. Je signe maintenant, j'ai signé hier et je signerai tous les jours, donnez-nous ça en finale du King of the Ring, il y a un prestige de zinzin sur cette affiche potentielle, c'est tout pour moi, je vous laisse ici, c'est la fin de SmackDown Recap, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort, je vous dis à la prochaine, passez un excellent week-end. Ciao, bye bye.